Je n'aurais jamais pensé qu'arriverait le jour où mon propre fils me regarderait comme si j'étais une étrangère, une usurpatrice de ce qu'il croyait être sien de plein droit. Mais j'étais là, assise dans ce bureau glacial de médiation à Lyon, observant Adrien feuilleter des documents qui m'accusaient de lui avoir volé la moitié d'une vie entière de travail. Le vignoble que mon père avait commencé de ses propres mains, que j'avais transformé en quelque chose de solide et respecté dans le Beaujolais, était maintenant la raison d'une bataille judiciaire qui me faisait me réveiller chaque nuit, le cœur battant la chamade. Mon fils de 38 ans, professeur de littérature à Paris, qui n'avait jamais mis les pieds dans les vignes pour y travailler, qui n'avait jamais senti la terre entre ses doigts, ni le poids des décisions que j'avais prises seul pendant des décennies, était là à exiger 50% de tout. Et la partie la plus douloureuse n'était pas le procès en lui-même, mais son regard, distant, froid, déterminé, comme si j'étais l'obstacle entre lui et quelque chose qui lui avait toujours appartenu. La médiatrice, Madame Duchamp, une femme d'âge mûr avec des lunettes fines et une expression neutre, lisait les arguments d'Adrien avec une attention qui me rendait inquiète. Il alléguait que mon père, dans ses dernières années de vie, entre 2016 et 2019, lui avait promis la moitié du vignoble lors de conversations privées, loin de mes oreilles, reconnaissant qu'Adrien était le véritable héritier de la tradition familiale. Il disait que son grand-père l'appelait toujours « mon successeur », qu'il parlait de l'avenir du vignoble comme s'il était le sien, qu'il y avait des plans secrets de transfert qui n'avaient jamais été formalisés car mon père était décédé avant de finaliser le processus. Chaque mot qui sortait de la bouche de mon fils était un coup de poignard, non pas à cause de l'accusation elle-même, mais parce qu'il y croyait vraiment. Il croyait que j'étais la méchante de cette histoire, que j'avais manipulé mon père, que je lui avais volé un héritage qui n'avait jamais été le mien pour commencer. Assise là, les mains glacées entrelacées sur mes genoux, je me demandais comment nous en étions arrivés à ce point. Je me souvenais d'Adrien à 7 ans, courant entre les rangées de vignes à la poursuite des papillons, riant avec cette pureté que seuls les enfants possèdent. Je me souvenais de lui à 17 ans, me disant qu'il voulait être professeur, pas viticulteur, et je l'avais soutenu sans hésiter, même en sachant que cela signifiait que je continuerais seule avec le poids du vignoble. Je me souvenais de toutes les fois où il m'avait appelé de Paris pour demander de l'aide, et je n'avais jamais refusé, jamais compté, n'attendant rien en retour à part le voir heureux et épanoui. Et maintenant, il était là, disant à la médiatrice que j'étais la raison pour laquelle il n'avait pas ce qui lui appartenait. Si vous m'écoutez en ce moment, d'où que vous soyez, peut-être de France comme moi, peut-être d'ailleurs où vous connaissez aussi la douleur de voir un enfant s'éloigner, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, parce que cette histoire doit être entendue. Et j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans tout ça. Et si vous le pouvez, aimez cette vidéo, parce que partager ces vérités est la seule façon de trouver de la force les unes dans les autres. La médiatrice s'est alors tournée vers moi et a demandé si j'avais une preuve documentaire que le vignoble était exclusivement le mien, quelque chose qui contredirait les allégations d'Adrien. J'ai respiré profondément, sentant le poids de 40 ans de travail pressé sur ma poitrine, et j'ai répondu que oui, qu'il y avait des documents. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas sûre qu'il serait suffisant. Mon père n'avait jamais été très organisé avec les paperasses officielles. C'était un homme de la terre, des traditions orales, des poignées de main qui valaient plus que des contrats. Tout ce que j'avais, c'était des registres fiscaux, des documents de propriété qui étaient à mon nom depuis son décès en 2019 et quelques vieilles lettres qu'il m'avait écrites au fil des ans. Adrien, en revanche, avait le récit émotionnel, l'histoire du grand-père qu'il aimait, qui voyait en lui l'avenir, qui lui aurait tout laissé si je n'étais pas intervenue. Et les récits émotionnels, je découvrais de la pire façon possible, pouvaient être aussi puissants que les faits. Quand je suis sortie de cette séance de médiation, le ciel de Lyon était chargé de nuages gris qui semblaient sur le point de s'effondrer à tout moment. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée rue de la République, sentant le vent froid de mars couper mon visage, et je me suis demandé s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Peut-être aurais-je dû parler davantage à Adrien du vignoble, l'inclure d'une manière ou d'une autre, même s'il n'était pas intéressé.
Peut-être aurais-je dû tout formaliser avec mon père avant qu'il ne soit trop tard. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais imaginé que cela arriverait. Je n'avais jamais imaginé que mon fils me verrait comme une ennemie. Et tandis que je roulais vers le Beaujolais, sur les routes sinueuses qui traversent les collines couvertes de vignes commençant à bourgeonner après l'hiver, une seule question martelait dans ma tête. Comment prouver qu'une vie entière de travail, de sacrifice et d'amour pour la terre valait plus qu'une promesse qui n'avait peut-être jamais été faite? Je suis arrivé chez moi à la tombée de la nuit, quand les lumières dorées du coucher de soleil peignaient encore l'horizon de tons orangés qui se mêlaient au violet des nuages. Le vignoble était silencieux. Mes employés avaient déjà terminé leur journée. Je suis entré dans la maison principale, une construction en pierre du XIXe siècle que mon père avait restaurée avec tant de soin. Et je suis allé directement au bureau où il passait des heures à réviser les comptes et planifier les récoltes. Tout était encore comme il l'avait laissé. Le secrétaire en chêne massif, le fauteuil en cuir usé, les étagères remplies de livres sur la viticulture et de cahiers de notes remontant à des décennies. Je me suis assise sur sa chaise, sentant l'odeur de bois ancien et de papier jauni qui m'apaisait toujours, et j'ai commencé à fouiller les tiroirs à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait m'aider dans cette bataille que je n'avais jamais demandé à mener. C'est dans le 3e tiroir, sous un tas de vieux reçus et de photographies décolorées, que mes doigts ont touché l'enveloppe. Elle était en papier crème, jaunie par le temps, avec mon nom écrit à la main dans la calligraphie tremblante que mon père avait développée dans ces dernières années. Mon cœur s'est accéléré tandis que je l'ouvrais avec précaution, craignant que le papier ne se déchire. À l'intérieur se trouvaient 2 feuilles pliées. La première était une lettre datée de 2009, 10 ans avant sa mort. J'ai commencé à lire, et la voix de mon père semblait résonner dans ces mots. « Ma chère Sylvie, si tu lis ceci, c'est que tu as besoin de force pour continuer. Je veux que tu saches que tout ce que nous avons construit ici est le fruit de ton travail, de ta vision, de ton courage d'assumer quand je n'avais plus d'énergie. Ce vignoble est à toi, et l'a toujours été. Ne laisse personne te dire le contraire, le mérite est tien. » Les larmes ont brûlé mes yeux, mais j'ai continué à lire, mot après mot, comme si mon père était là avec moi, me donnant la force dont j'avais tant besoin. Mais c'est la 2e feuille qui a tout changé. C'était un document médical daté d'avril 2014, avec le tampon de l'hôpital Lyon-Sud. Un diagnostic, Alzheimer au stade initial. Recommandation expresse que les décisions du patient devaient être supervisées, car la maladie affectait déjà sa mémoire à court terme et sa capacité de discernement. Mon père ne m'en avait jamais parlé, n'avait jamais dit un mot à ce sujet. Et soudain, tout avait du sens. Les répétitions, les oublis, les moments de confusion que j'attribuais à l'âge avancé. Et plus important encore, la période mentionnée dans le diagnostic couvrait exactement les années où Adrien prétendait avoir reçu les promesses de son grand-père. Entre 2016 et 2019, mon père était déjà dans un état où ses paroles n'avaient plus le poids légal qu'Adrien croyait qu'elles avaient. J'ai tenu ces 2 papiers avec des mains tremblantes, sentant le poids de ce qu'ils signifiaient. Ce n'était pas seulement la preuve que j'avais raison, c'était la révélation que mon fils avait construit toute sa revendication sur des conversations avec un homme qui n'était plus pleinement conscient de ce qu'il disait. Mon père, dans ces dernières années, parlait beaucoup du passé, des traditions, de la famille. Il est possible qu'il ait dit des choses à Adrien, des mots affectueux, peut-être des promesses vagues, sans vraiment comprendre leur poids. Et Adrien, qui ne venait nous rendre visite que quelques fois par an, qui n'avait jamais su pour la maladie, car mon père et moi avions décidé de le protéger de cette douleur, avait interprété ces mots comme un testament verbal. Il ne savait pas. Il ne savait vraiment pas. Et maintenant, j'avais entre les mains non seulement mon salut, mais aussi la vérité qui briserait la conviction de mon fils qu'il se battait pour quelque chose qui lui appartenait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté sur la terrasse arrière, enroulé dans une couverture, observant les étoiles qui brillaient sur les collines du Beaujolais, tandis que les questions me rongeaient de l'intérieur. Que ferais-je de cette information? Comment dirais-je à Adrien
que le grand-père qu'il aimait tant, qu'il croyait l'avoir choisi comme successeur, était malade et confus quand il avait fait ses prétendues promesses? Et plus que cela, qu'adviendrait-il de notre relation après que la vérité éclate? Car une chose était sûre, quand Adrien découvrirait le contenu de ce tiroir, plus rien ne serait comme avant. Mais ce que vous n'imaginez pas, c'est que cette révélation n'était que le début. Ce qui s'est passé lors de la prochaine séance de médiation, quand j'ai posé ces documents sur la table, a changé non seulement le cours du procès, mais a exposé des secrets que notre famille gardait depuis des décennies. Et ce qui est venu après. Eh bien, vous devez l'entendre jusqu'à la fin, parce que la vérité sur mon fils, sur mon père et sur moi-même était beaucoup plus complexe que n'importe lequel d'entre nous aurait pu l'imaginer. La deuxième séance de médiation était prévue 2 semaines plus tard, mais chaque jour qui passait me rendait plus angoissée. J'avais rangé les documents trouvés dans le tiroir à l'intérieur d'une chemise en cuir que j'avais enfermée dans le coffre du bureau. Mais la vérité, c'est qu'ils brûlaient dans ma conscience comme des braises vives. Chaque matin, je me réveillais avec le même dilemme. Utiliser ces preuves signifierait exposer la maladie de mon père, révéler à Adrien que le grand-père qui l'idolâtrait avait passé ses dernières années à lutter contre un esprit qui le trahissait, et possiblement détruire les beaux souvenirs que mon fils gardait encore. Mais ne pas les utiliser signifierait perdre la moitié de tout ce pour quoi j'avais lutté, valider un mensonge construit sur des souvenirs déformés. Et pire encore, permettre qu'Adrien continue à croire en une version de la réalité qui n'existait tout simplement pas. Durant ces 2 semaines, j'ai essayé de parler avec mon fils plusieurs fois. J'ai appelé son appartement à Paris, laissé des messages vocaux demandant que nous parlions avant la prochaine séance, mais il n'a jamais répondu. C'est son avocat, un homme jeune et ambitieux nommé Maître Perrin, qui m'a répondu par l'intermédiaire de mon propre avocat, disant qu'Adrien ne souhaitait pas de contact direct avec moi jusqu'à ce que le procès soit résolu. Cela m'a coupé plus profondément que n'importe quel procès judiciaire ne l'aurait pu. Mon fils, le garçon qui dormait dans mon lit quand il faisait des cauchemars, qui m'appelait de Paris juste pour raconter le livre qu'il lisait, me traitait maintenant comme une adversaire qui ne méritait même pas le droit à une conversation. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que peut-être il avait raison de garder ses distances. Car ce que j'étais sur le point de révéler changerait à jamais la façon dont il voyait son grand-père, et par conséquent, comment il voyait toute notre histoire familiale. J'ai cherché du réconfort dans le travail, comme je le faisais toujours quand la vie devenait trop lourde. Avril est arrivé apportant les premiers vrais signes du printemps dans le Beaujolais, et les vignes explosaient en tons de vert vibrant qui contrastaient avec le ciel bleu limpide. J'ai passé des heures à marcher entre les rangées, supervisant la taille, parlant avec mes employés, particulièrement avec Michel, le contremaître qui travaillait avec moi depuis 23 ans et connaissait chaque centimètre de cette terre. C'est lui qui, un après-midi alors que nous inspections la vigne nord, m'a demandé si j'allais bien. Je devais avoir l'air terrible, car Michel n'était pas le genre d'homme à poser des questions personnelles. Je me suis assise sur un vieux tronc de chêne qui se trouvait en bordure de la propriété, celui-là même où mon père s'asseyait pour fumer sa pipe à la fin de la journée, et pour la première fois en semaine, je me suis effondrée. J'ai raconté à Michel le procès, Adrien, les documents que j'avais trouvés. Et lui, avec cette sagesse silencieuse de ceux qui ont beaucoup vécu et tout vu, a simplement dit « La vérité fait toujours mal avant de libérer, Madame Sylvie, mais le mensonge emprisonne à jamais. » La veille de la 2e séance de médiation, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert une bouteille du vin que mon père avait produit en 2008, l'année où le vignoble avait gagné son premier prix régional. Je me suis assise seule dans la salle à manger, sous la lumière douce de la lampe en bronze que ma grand-mère avait rapportée d'Italie des décennies auparavant, et j'ai bu lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était une conversation avec mon père. Le vin avait cette saveur profonde et complexe que seul le temps peut créer, et tandis que je buvais, des souvenirs inondaient mon esprit, mon père m'apprenant à identifier les différents raisins au toucher, les nuits où nous restions éveillés pendant la récolte, inquiets pour le climat, les petites victoires que nous célébrions avec des étreintes serrées et des rires fatigués. Et alors je me suis souvenu de quelque chose qu'il m'avait dit une fois, peu avant que la maladie ne s'installe vraiment. « Sylvie,
quand je ne serai plus là, ne laisse personne te dire que tu n'as pas le droit à ce que tu as construit de ta propre sueur, pas même la famille. À l'époque, j'avais pensé qu'il était dramatique, trop philosophique. Maintenant, je comprenais qu'il me préparait exactement pour ce moment. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon tailleur bleu marine, le même que je portais lors des réunions importantes avec les distributeurs, et j'ai conduit jusqu'à Lyon avec la chemise de documents sur le siège passager. Mes mains tremblaient sur le volant, non pas de peur, mais d'un mélange étrange de détermination et de tristesse. Je savais que ce que j'étais sur le point de faire était nécessaire, mais cela ne le rendait pas plus facile. Je suis arrivé au bureau de médiation 15 minutes avant l'heure prévue. La salle d'attente était vide, et je me suis assise sur ces chaises modernes et inconfortables, observant par la fenêtre le mouvement de la ville, des gens courant au travail, des touristes prenant des photos sur la place Bellecour au loin, la vie suivant son cours normal, tandis que la mienne était sur le point de changer de façon irréversible. Adrien est arrivé exactement à l'heure, accompagné de son avocat. Il portait un pull gris sur une chemise blanche, sans cravate cette fois, et son expression était un mélange de fatigue et d'obstination. Pour la première fois en moi, nos yeux se sont croisés, et pendant une brève seconde, j'ai vu là non pas l'homme de 38 ans qui me poursuivait en justice, mais le garçon de 12 ans qui avait pleuré dans mes bras quand son grand-père avait eu son premier infarctus. J'ai voulu traverser cette salle, l'embrasser, lui dire que tout irait bien. Mais Maître Perrin s'est placé entre nous, littéralement, tendant la main pour saluer mon avocat, et le moment s'est perdu. Nous sommes entrés dans la salle de médiation, et Madame Duchamp nous a salués avec la même expression neutre et professionnelle que toujours, indiquant que nous devions nous asseoir aux mêmes places que la dernière fois. La médiatrice a commencé en révisant les points discutés lors de la séance précédente et a demandé si l'une des parties avait de nouveaux éléments à présenter. C'est alors que mon avocat, Maître Laurent, un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux grisonnants et une réputation impeccable en droit successoral, s'est prononcé en disant que oui, nous avions une documentation pertinente. Il m'a alors regardé, et j'ai ouvert la chemise avec des mains qui ne cessaient de trembler. J'ai d'abord retiré la lettre de 2009 et l'ai posée sur la table, la faisant glisser vers Madame Duchamp. La médiatrice a pris le papier avec précaution, ajusté ses lunettes et commencé à lire. J'ai observé son visage à la recherche d'une réaction, mais elle maintenait cette expression professionnelle impassible. De l'autre côté de la table, Adrien s'est penché en avant, essayant de voir ce que c'était, et son avocat a chuchoté quelque chose à son oreille que je n'ai pas pu entendre. Quand Madame Duchamp a terminé de lire la lettre, elle l'a remise à Maître Perrin, qui l'a lue rapidement puis l'a passée à Adrien. J'ai vu mon fils parcourir les lignes écrites de la main tremblante de son grand-père, et son expression a changé graduellement. D'abord la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la douleur, et finalement une rigidité de la mâchoire que je connaissais bien, la même qu'il présentait depuis l'enfance quand il essayait de ne pas pleurer. Il a fini de lire et a remis la lettre sur la table, mais n'a rien dit. Le silence dans la salle était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale et le son étouffé de la circulation dehors. C'est Maître Perrin qui a brisé le silence, argumentant que la lettre, bien que touchante, datait de 2009 et que les choses auraient pu changer dans les 10 années suivantes, particulièrement durant les conversations privées entre grand-père et petit-fils qui fondaient la revendication d'Adrien. Et c'est alors que j'ai retiré le deuxième document de la chemise. Le diagnostic médical. Je l'ai posé sur la table avec une délicatesse presque révérencieuse, comme s'il était quelque chose de sacré et de profane à la fois. Madame Duchamp a pris le papier, et cette fois, j'ai vu son expression changer subtilement. Un léger froncement de sourcils, un pincement presque imperceptible des lèvres. Elle a lu lentement, très lentement, puis a passé le document à l'avocat d'Adrien. J'ai observé Maître Perrin lire, vu le moment exact où il a compris ce que cela signifiait pour l'affaire qu'il défendait. Ses yeux se sont légèrement écarquillés et il a échangé un regard rapide avec Adrien avant de lui remettre le papier. Mon fils a lu le diagnostic médical une fois, puis l'a relu, et encore une fois. Ses mains ont commencé à trembler, faisant bouger le papier, et il a dû l'appuyer sur la table. Quand il a finalement levé les yeux, ils étaient humides, rouges,
et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, il m'a regardé non pas avec colère ou détermination, mais avec quelque chose qui ressemblait à un choc absolu. Sa voix est sortie rauque, basse, presque un murmure. « Tu savais ?» Ce n'était pas une accusation, c'était une question chargée de douleur et d'incompréhension. J'ai respiré profondément, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage, et j'ai répondu que oui, que je savais. Que mon père m'avait demandé de ne le dire à personne, surtout pas à Adrien, parce qu'il ne voulait pas être rappelé comme l'homme qui avait perdu son propre esprit. Il voulait être rappelé comme le vigneron respecté, comme le grand-père qui racontait des histoires, comme l'homme qui avait construit quelque chose de ses propres mains. Adrien s'est levé brusquement, faisant grincer bruyamment la chaise contre le parquet. Il a marché jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à nous tous, et est resté là, regardant la rue en bas, les épaules tendues, les mains enfoncées dans les poches. Madame Duchamp nous a donné quelques minutes de silence, ce genre de pause respectueuse qu'on offre quand les gens ont besoin de digérer quelque chose qui vient de briser leur certitude. Maître Perrin feuilletait le diagnostic à nouveau, calculant probablement les implications légales, et mon propre avocat restait silencieux à mes côtés, attendant. Finalement, Adrien s'est retourné, et j'ai vu qu'il avait pleuré. Les traces de larmes étaient visibles sur son visage. Il est revenu vers la table, mais ne s'est pas assis. Il est resté là debout, les mains appuyées sur le dossier de la chaise, et a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Il m'appelait parfois du nom de l'oncle Julien ces dernières années. Je pensais que c'était juste de la fatigue, ou qu'il confondait parce que l'oncle Julien venait souvent en visite. Je n'ai jamais imaginé. C'est à ce moment que toute la salle a semblé respirer collectivement, comme si tous ceux présents réalisaient en même temps que ce n'était plus un litige juridique entre mère et fils, mais une tragédie familiale construite sur des malentendus, une douleur non dite et des secrets gardés avec les meilleures intentions. Madame Duchamp, avec ce ton prudent que les médiateurs développent au fil des ans, a demandé à Adrien s'il souhaitait faire une pause, peut-être parler avec son avocat en privé. Mais mon fils a secoué la tête et s'est finalement assis, semblant avoir vieilli de 10 ans dans ces dernières minutes. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois en moi, et a demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé de la maladie. Et là, dans cette salle de médiation froide et impersonnelle, j'ai finalement dit la vérité que j'avais gardée si longtemps. Parce que protéger les gens qu'on aime, même quand cela signifie porter le fardeau seul, était ce que j'avais appris à faire toute ma vie. De la même façon qu'il avait appris à chercher l'approbation au mauvais endroit et à construire des attentes sur des fondations qui n'avaient jamais été solides. L'avocat d'Adrien a essayé d'intervenir, d'argumenter que le diagnostic n'invalidait pas nécessairement les intentions du grand-père, mais même lui semblait parler par obligation professionnelle, sans conviction réelle. Madame Duchamp a alors posé une question directe à Adrien. « Monsieur Lefebvre, considérant ce que vous venez de découvrir sur l'état de santé de votre grand-père durant la période en question, croyez-vous toujours que les promesses qu'il vous a faites avaient l'intention et la capacité légale de constituer un accord contraignant ?» Il y a eu un long silence. Adrien regardait ses propres mains, les doigts entrelacés sur la table, et je pouvais voir le conflit interne se dérouler sur son visage. Finalement, avec la voix étranglée, il a admis « Je ne sais pas. Je ne sais vraiment plus. Peut-être. Peut-être que j'ai entendu ce que je voulais entendre. Il parlait de tradition, de famille, de l'importance du vignoble. J'ai pensé qu'il me disait que c'était pour moi, mais maintenant, je ne suis plus sûre de rien. » C'était un moment de rupture, le genre de moment où des années de ressentiment et d'attentes non satisfaites se heurtent à la réalité nue et crue. Mais ce que je n'avais pas encore révélé, ce que personne dans cette salle ne savait, c'est qu'il y avait une autre couche à cette histoire. Quelque chose que j'avais découvert dans les semaines suivant la découverte de ces documents, quelque chose qui changerait complètement non seulement le procès, mais la relation même entre moi et Adrien. Et quand je l'ai révélé, lors de la prochaine séance qui serait programmée, mon fils a finalement compris que la vraie bataille n'avait jamais été pour le vignoble, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je payais en silence depuis presque 40 ans.
Mais cette révélation, eh bien, elle mérite d'être racontée avec tout le soin et le contexte que seul le prochain chapitre peut offrir. Mon fils a exigé la moitié de mon vignoble, mais quand j'ai ouvert un tiroir et qu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il... Chapitre 3. Après la séance explosive où j'avais révélé le diagnostic de mon père, Madame Duchamp a suggéré un intervalle de 3 semaines avant de nous réunir à nouveau, donnant le temps à Adrien de digérer les informations et de décider comment il voulait procéder. Mon fils est sorti de cette salle sans dire un mot, suivi de près par son avocat qui essayait de le consoler ou de le conseiller, je ne sais pas vraiment. Je suis restée assise quelques minutes après que tous soient partis, les jambes trop flageolantes pour me soutenir debout, et Maître Laurent m'a gentiment offert un verre d'eau avant de demander si j'étais en état de conduire jusqu'au Beaujolais. J'ai menti en disant que oui, mais la vérité c'est que j'ai conduit ces 80 km dans un brouillard émotionnel, en pilote automatique, sans me souvenir de la moitié du trajet. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée à attendre qu'Adrien prenne contact. Je vérifiais mon téléphone compulsivement, j'attendais un email, un message, n'importe quel signe que mon fils voulait vraiment parler, sans avocat ni médiateur entre nous. Mais le silence est resté absolu. Les vignes, cependant, n'attendaient pas de résolution familiale pour continuer leur cycle, mais à apporter des températures plus chaudes et la promesse d'une bonne récolte, à condition que le climat reste favorable. J'ai passé mes journées immergées dans le travail, supervisant chaque détail, car le vignoble était la seule constante dans ma vie, la seule chose qui ne me trahissait ni ne me décevait. Michel a remarqué mon obsession et a essayé de me faire ralentir, me rappelant que j'avais une équipe compétente qui pouvait s'occuper de nombreuses tâches. Mais travailler était ma façon de ne pas penser, de ne pas sentir le trou qui s'ouvrait dans ma poitrine chaque fois que je me souvenais du regard détruit d'Adrien quand il avait lu ce diagnostic. C'est durant une de ces aubes sans sommeil, quand je ne pouvais pas dormir et errais dans la maison comme un fantôme, que je me suis retrouvée de nouveau dans le bureau de mon père. Il y avait quelque chose de presque magnétique dans cet endroit, comme si ses souvenirs étaient encore imprégnés dans les murs, les meubles, l'odeur de vieux papier et de bois ciré. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir et j'ai commencé à feuilleter les cahiers de notes qu'il tenait, ces registres méticuleux de chaque récolte, chaque décision, chaque petite victoire et désastre évité. Et c'est dans le cahier de 1987, année de la naissance d'Adrien, que j'ai trouvé une note qui m'a fait arrêter de respirer. C'était une entrée datée de novembre cette année-là, écrite avec cette calligraphie ferme que mon père avait quand il était encore jeune et en bonne santé. Sylvie a tout sacrifié pour le vignoble. Je vois maintenant que c'était mon erreur d'attendre ça d'elle. Mais elle ne s'est jamais plainte. Même pas quand elle a perdu la bourse à Paris. Même pas quand Jean-Pierre l'a quittée. Elle a simplement continué. Parce qu'elle est plus forte que nous tous. Adrien aura de la chance s'il hérite de la moitié de la force de sa mère. J'ai relu ces mots plusieurs fois, chacun d'eux déterrant des souvenirs que j'avais enterrés si profondément que j'avais presque oublié qu'ils existaient. 1987. J'avais 28 ans. Je venais de gagner une bourse complète pour étudier l'œnologie à Paris, à l'université qui était mon rêve depuis l'adolescence. Mais mon père avait eu un grave accident dans la vigne. Il était tombé d'un tracteur et s'était cassé la jambe en 3 endroits, étant dans l'incapacité de travailler pendant des mois. Il n'y avait personne d'autre. Ma mère était déjà décédée. Mon frère Julien était en Australie essayant sa vie comme surfeur. Et le vignoble était à un moment critique, nécessitant des décisions quotidiennes. Alors j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai refusé la bourse, j'ai mis fin à ma relation avec Jean-Pierre qui ne voulait pas quitter Paris, je suis revenue au Beaujolais et j'ai tout pris en charge. Et je suis restée. Je suis restée quand mon père s'est rétabli. Je suis restée quand Julien est revenu d'Australie pendant 6 mois avant de repartir pour la Thaïlande. Je suis restée quand je suis tombée enceinte d'Adrien, fruit d'une relation brève avec un homme qui n'a pas voulu être père, et j'ai élevé mon fils seul tout en gérant le vignoble et en prenant soin de mon père qui vieillissait. Jamais, durant toutes ces années, je n'avais regretté ces choix à voix haute. Je n'ai jamais reproché à personne ce que j'avais abandonné ou ce qui aurait pu être. Mais là, en lisant les mots de mon père reconnaissant les sacrifices que j'avais faits, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis que le procès avait commencé,
Non pas des larmes silencieuses et contenues, mais des sanglots profonds qui venaient d'un endroit que je gardais enfermé depuis des décennies. J'ai pleuré pour la jeune femme de 28 ans qui avait dit adieu à ses rêves. J'ai pleuré pour la femme qui avait élevé un fils seul tout en construisant une entreprise. J'ai pleuré pour toutes les fois où je m'étais sentie invisible, où mon travail avait été considéré comme acquis, où personne n'avait demandé si j'étais fatiguée ou si j'avais besoin d'aide. Et j'ai pleuré surtout parce que mon propre fils, pour qui j'avais tant sacrifié pour élever et soutenir, me voyait maintenant comme quelqu'un qui lui avait volé quelque chose que j'avais conquis, avec du sang, de la sueur et le renoncement à toute une vie alternative que j'aurais pu avoir. Dans les 2 semaines qui ont suivi, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à fouiller tous les documents financiers que je conservais depuis que j'avais complètement pris en charge le vignoble après la mort de mon père. Non pas par paranoïa ou vengeance, mais parce que je devais comprendre l'ampleur réelle de ce qui était en jeu. Je me suis assise avec ma comptable, Madame Ferreira, une Portugaise compétente qui gérait les finances du vignoble depuis 15 ans, et je lui ai demandé de faire un relevé complet de toutes les transactions significatives impliquant ma famille. Ce qu'elle m'a montré, un après-midi pluvieux de mai, était à la fois surprenant et, quand j'y ai réfléchi, totalement attendu. Au fil des années, j'avais transféré à Adrien un total de 436 000 €. C'était des montants pour payer ses études, pour l'aider avec l'appartement à Paris quand il avait failli être expulsé, des prêts qui étaient devenus des dons parce qu'il n'avait jamais pu les rembourser, un soutien financier durant des périodes de chômage, de l'argent pour son mariage qui n'avait même pas duré 3 ans. 436 000 € qui étaient sortis du vignoble, de mon travail, de mes décisions de me serrer la ceinture dans les mauvaises années pour garantir que mon fils ait ce dont il avait besoin. J'ai montré ces chiffres à Maître Laurent lors d'une réunion que nous avons fixée 1 semaine avant la prochaine séance de médiation. Il a étudié les documents avec attention, prenant des notes, puis a levé les yeux vers moi avec une expression qui mêlait respect et quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Madame Sylvie », a-t-il dit prudemment, « ces documents démontrent clairement que vous êtes allée bien au-delà des obligations parentales. N'importe quel juge considérerait cela pertinent, mais je dois vous demander, quel est exactement votre objectif en présentant cela? Voulez-vous qu'Adrien rembourse l'argent? Voulez-vous utiliser cela comme monnaie d'échange pour qu'il abandonne le procès? Ou voulez-vous simplement qu'il sache? J'ai réfléchi à la question pendant un long moment avant de répondre. La vérité, c'est que je ne voulais pas récupérer l'argent. Je ne l'avais jamais voulu. Mais j'avais besoin que mon fils comprenne qu'il n'avait pas été oublié, qu'il n'avait pas été négligé, qu'on ne lui avait pas volé. Au contraire, il avait été privilégié de façon qu'il n'avait jamais perçue parce que je n'avais jamais fait l'effort de lister ou de réclamer. Je l'avais fait parce que j'étais sa mère, et c'était ce que les mères font. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait le droit de m'accuser d'avoir pris quelque chose qui était à lui. La 3e séance de médiation s'est déroulée un matin ensoleillé de fin mai, si différent de l'atmosphère lourde des réunions précédentes que cela semblait presque ironique. Je suis arrivé tôt à nouveau, mais cette fois Adrien était déjà là, assis dans la salle d'attente, seul. Son avocat n'était apparemment pas encore arrivé. Nos yeux se sont croisés, et pour la première fois en moi, il n'a pas immédiatement détourné le regard. Il y a eu une hésitation, puis il s'est levé et a marché jusqu'où j'étais. Mon cœur s'est emballé. Il s'est arrêté à 1 mètre de distance, les mains dans les poches, et a dit doucement « Maman, je dois te demander pardon. Pour le procès, pour tout. Je ne savais pas pour grand-père. Je te jure que je ne savais pas. » Sa voix était chargée d'émotion et j'ai vu qu'il luttait pour garder son sang-froid. J'ai voulu l'embrasser, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être le fait qu'une demande de pardon, aussi sincère soit-elle, n'effaçait pas des mois d'accusations et de douleur. Ou peut-être parce que j'avais encore des choses à dire qu'il devait entendre. J'ai répondu que je savais qu'il n'avait pas connaissance de la maladie du grand-père, mais que cela n'expliquait pas tout. Pourquoi n'avait-il jamais parlé avec moi avant d'ouvrir un procès ? Pourquoi avait-il automatiquement supposé que j'étais la méchante? Pourquoi avait-il été si facile pour lui de croire que je lui volerais quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu? Adrien a ouvert la bouche pour répondre,
mais a été interrompue par l'arrivée de Maître Perrin, qui nous a salués formellement et a demandé un moment avec son client. Ils se sont éloignés dans un coin de la salle d'attente, et j'ai vu par leurs expressions que l'avocat conseillait Adrien sur quelque chose, probablement l'avertissant de ne pas faire d'accords informels ou d'aveux sans conseil juridique. Quelques minutes plus tard, Madame Duchamp nous a appelés dans la salle de médiation et nous avons repris nos places déjà familières autour de cette table ovale qui avait été témoin de tant de révélations difficiles. La médiatrice a commencé en demandant si les parties avaient eu l'occasion de réfléchir à la dernière séance et s'il y avait une disposition à discuter d'un accord. Maître Perrin a pris la parole en premier, disant que son client était profondément bouleversé par les révélations sur l'état de santé du grand-père et qu'il reconnaissait que cela jetait des doutes significatifs sur la validité des prétendues promesses. Cependant, a-t-il argumenté, cela ne changeait pas le fait qu'Adrien était le petit-fils et devrait avoir un certain droit sur le patrimoine familial. C'est alors que mon avocat est intervenu et a posé sur la table le relevé financier complet que Madame Ferreira avait préparé. Page après page, de virements bancaires, paiements, factures, reçus, 436 000 € sur 15 ans. Le silence qui a suivi était absolu. Madame Duchamp a feuilleté les documents méthodiquement, prenant des notes. Maître Perrin a fait de même, et j'ai pu voir quand il est arrivé au total, car son expression a subtilement changé. Il a passé les papiers à Adrien, qui a commencé à lire, et à chaque page tournée, je voyais mon fils se recroqueviller sur sa chaise. Il ne savait pas, ou plutôt, il savait de chaque incident individuel. Bien sûr qu'il savait, il était là quand il demandait de l'aide, quand je disais oui, quand l'argent était transféré. Mais il n'avait jamais tout additionné, n'avait jamais vu le panorama complet de combien j'avais soutenu non seulement son enfance, mais une grande partie de sa vie d'adulte. Quand il a terminé de lire, il a posé les papiers sur la table avec des mains tremblantes et m'a simplement regardé avec une expression de choc et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. C'est Adrien qui a brisé le silence. Sans attendre son avocat, sans regarder Maître Perrin qui essayait de l'interrompre, mon fils m'a parlé directement, comme s'il n'y avait plus personne d'autre dans la salle. Je n'ai jamais pensé à tout ça ensemble. J'ai toujours pensé que tu avais tellement, que le vignoble rapportait tellement d'argent que c'était facile pour toi de m'aider. Je n'ai jamais considéré que chaque fois que tu me donnais quelque chose, tu te le prenais à toi-même, à ton travail, à ce que tu avais construit seul. Sa voix a failli, et il a dû s'arrêter pour reprendre sa contenance. Et je suis venu ici, j'ai ouvert un procès, je t'ai accusé d'avoir volé de moi, quand, en réalité, c'est moi qui ai toujours pris de toi, n'est-ce pas? C'est moi qui n'ai jamais demandé si tu allais bien, si tu avais besoin d'aide, si tu étais fatigué. Je n'apparaissais que quand j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai pas pu retenir mes larmes cette fois. Parce qu'il avait raison. Et entendre mon fils reconnaître cela, comprendre cela, était à la fois un immense soulagement et une douleur profonde. Parce que cela signifiait que toutes ces années, il n'avait simplement pas vu, n'avait pas perçu. Et je n'avais jamais rien dit, parce que c'est ce que font les mères. Elles portent le fardeau en silence. Madame Duchamp, démontrant la sensibilité que les bons médiateurs développent, a suggéré une pause. Adrien a immédiatement demandé si nous pouvions parler en privé, sans avocat, sans médiatrice, juste mère et fils. Maître Laurent m'a regardé d'un air interrogateur, et j'ai consenti. Les professionnels sont sortis de la salle, nous laissant seuls pour la première fois en mois. Séparés seulement par la table ovale qui semblait à la fois une barrière et un pont. Adrien s'est levé et est venu de mon côté de la table, tirant une chaise pour s'asseoir à mes côtés au lieu d'en face. Il était si proche que je pouvais voir les fils gris qui commençaient à apparaître sur ses tempes. Quand mon fils avait-il tant vieilli? Il a pris mes mains dans les siennes et elles étaient froides, tremblantes. « Maman » a-t-il commencé. Et sa voix était si brisée que je le reconnaissais à peine. J'ai tout gâché. Je suis venue ici en pensant que je me battais pour quelque chose qui m'appartenait, pour un droit que grand-père m'avait donné. Et en réalité, je te volais. Je te prenais la seule chose qui a toujours été vraiment à toi, la reconnaissance de ton travail, de ton dévouement.
Et pire, je t'ai fait sentir que tu ne méritais pas quelque chose que tu as construit de tes propres mains pendant que j'étais à Paris, vivant ma vie confortable avec l'argent que tu m'envoyais. » Il pleurait ouvertement maintenant, et moi aussi, et je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. Deux épaves humaines essayant de trouver un chemin de retour l'un vers l'autre à travers tout le dommage qui avait été causé. Quand nous nous sommes finalement ressaisis, Adrien a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il voulait retirer le procès immédiatement et reconnaître publiquement qu'il avait tort. Plus que cela, il voulait savoir comment il pouvait compenser, pas financièrement. Il savait qu'il ne pourrait jamais rembourser les 400 000 € et que je ne demandais pas cela, mais d'une manière significative. Et c'est là, dans cette salle de médiation, que nous avons eu la conversation que nous aurions dû avoir des années auparavant. J'ai parlé de ma mère, qu'Adrien avait à peine connue car elle était décédée quand il n'avait que 2 ans. J'ai parlé de comment elle avait toujours rêvé d'aider les jeunes de la région à étudier, de créer des opportunités pour ceux qui, comme moi, avaient du talent mais pas de ressources. J'ai parlé de la bourse que j'avais refusée en 1987 et comment cela avait marqué non seulement ma vie, mais ma vision du monde. Et c'est Adrien qui a suggéré. Et si nous créions une bourse au nom de grand-père et de l'arrière-grand-mère, pour les jeunes qui veulent étudier la viticulture ou l'œnologie mais n'ont pas les moyens, le vignoble pourrait financer cela annuellement et je pourrais aider dans la sélection et le mentorat, mettant mon expérience de professeur au service de cela. L'idée était belle, vraiment belle, mais j'avais besoin qu'il comprenne quelque chose avant d'accepter quoi que ce soit. Adrien, le vignoble est à moi. Il va continuer à être à moi. Pas la moitié à toi, pas un tiers, pas une participation minoritaire. J'ai travaillé 40 ans pour ça, et c'est à moi. Si tu veux t'impliquer, si tu veux créer cette bourse, ce sera en tant que mon fils, pas en tant que mon associé. Tu dois accepter cela complètement, sans ressentiment, sans arrière-pensée. Parce que je ne vais pas passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, me demandant quand tu vas décider que tu mérites une plus grosse part. Il a accepté immédiatement, sans hésitation, et pour la première fois je l'ai cru. Parce que ce n'était plus l'Adrien qui était entré lors de cette première séance de médiation avec sa mallette en cuir pleine d'accusations. C'était un homme qui avait finalement compris le coût réel de tout ce qu'il avait toujours eu gratuitement. Nous avons rappelé les avocats et la médiatrice, et Adrien a formalisé le retrait du procès. Maître Perrin a essayé de lui conseiller de reconsidérer, argumentant qu'ils avaient encore un dossier raisonnable, mais mon fils a été ferme. Le procès était terminé. Madame Duchamp a élaboré un acte de clôture que nous avons tous deux signé, et pour la première fois en moi, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. Mais ce qui s'est passé après, dans les semaines et mois suivants, a été le véritable test pour savoir si ces mots dits dans une salle de médiation à Lyon se transformeraient en quelque chose de réel et de durable. Parce que le pardon est une chose, mais reconstruire la confiance en est une complètement différente. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que créer cette bourse d'études nous unirait de façon que je n'avais jamais imaginé possible, mais révélerait aussi des couches encore plus profondes sur notre famille et sur des secrets que mon père avait gardés jusqu'à la fin. Les mois qui ont suivi la clôture du procès ont été étranges, comme habiter un espace entre ce qui a été et ce qui pourrait être, sans savoir exactement dans quelle direction le vent soufflerait. Adrien est retourné à Paris et à sa routine de professeur, mais cette fois, il a maintenu un contact régulier. Il appelait chaque semaine, non pas seulement pour demander des nouvelles du vignoble ou de la bourse d'études que nous planifions, mais pour demander comment j'allais, comment avait été ma journée, si je mangeais bien. C'était de petits gestes, mais significatifs, particulièrement venant de quelqu'un qui avait passé des années à supposer que j'allais toujours bien, toujours forte, toujours capable de tout gérer seule. Je ne vais pas mentir et dire que ça a été facile de lui faire à nouveau de la place. Il y avait des cicatrices, et les cicatrices ne disparaissent pas juste parce qu'on demande pardon et qu'on signe des papiers. Mais lentement, appel après appel, nous avons commencé à reconstruire quelque chose qui ressemblait à de la confiance. En juillet, Adrien est venu passer 2 semaines dans le Beaujolais,
apportant avec lui une pile de livres sur la viticulture française et une disposition authentique à apprendre sur l'entreprise qu'il avait passé toute sa vie à ignorer. J'ai vu mon fils marcher dans les vignes sous le soleil brûlant de l'été, s'arrêtant pour poser des questions à Michel sur les types de sol, les techniques de taille, les défis climatiques. Michel, qui a toujours été un homme de peu de mots, semblait étonnamment enthousiaste à partager ses connaissances, et plus d'une fois, je les ai trouvés parlant avec passion de greffe ou de drainage pendant que je supervisais l'irrigation. Un soir, après le dîner, Adrien et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière avec une bouteille du Beaujolais 2015, année exceptionnellement bonne, et il m'a demandé comment j'avais réussi à tout faire fonctionner seul pendant tant d'années. Ce n'était pas une question rhétorique ou polie, mais véritablement curieuse, comme s'il voyait enfin la dimension réelle de ce que j'avais fait. Je lui ai raconté les années difficiles, particulièrement 2008, quand la crise financière a failli détruire le marché des vins de qualité moyenne, et comment j'ai dû renégocier des dettes et convaincre les distributeurs de continuer à acheter, alors qu'ils coupèrent des fournisseurs partout. Je lui ai raconté 2013, quand un gel tardif a dévasté presque la moitié de la récolte, et comment j'ai passé des nuits sans dormir à faire des calculs pour voir si nous survivrions financièrement. Je lui ai raconté les décisions solitaires, les fois où j'ai douté de moi-même, les moments où j'ai pensé abandonner, mais je n'avais nulle part où aller, car le vignoble était tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. Adrien a écouté en silence, et quand j'ai terminé, il a simplement dit « Tu es beaucoup plus forte que je ne le serai jamais ». Je n'ai ni accepté, ni contesté. J'ai juste répondu que la force est quelque chose qu'on développe quand on n'a pas d'autre choix, et que j'espérais qu'il n'aurait jamais besoin de découvrir seul à quel point il pourrait être fort. La création de la bourse Jean Lefebvre pour jeunes œnologues, nommée en hommage à mon père, a pris forme au cours de l'automne. Adrien a utilisé ses contacts dans le monde académique pour établir des partenariats avec des universités et des écoles de viticulture, tandis que je travaillais avec ma comptable pour structurer le financement de manière à ce qu'il soit durable à long terme, sans compromettre la santé financière du vignoble. Nous avons décidé d'offrir 2 bourses par an, chacune couvrant les frais de scolarité, le matériel et un stage pratique dans notre propriété pendant la saison des vendanges. Le processus de sélection serait rigoureux, mais équitable, centré sur les jeunes, avec du talent et de la passion, mais sans ressources financières. Nous avons lancé le programme en novembre et la réponse a été écrasante. Nous avons reçu 43 candidatures rien que lors du premier cycle. Des histoires de jeunes de toute la France et même de pays francophones d'Afrique qui rêvaient de travailler avec le vin mais n'avaient jamais eu l'opportunité. C'est durant le processus d'examen de ces candidatures, un après-midi pluvieux de décembre, qu'Adrien a abordé quelque chose que je n'attendais pas. Nous étions assis dans le bureau de mon père, que nous utilisions maintenant comme base pour le travail de la bourse, quand il a mis de côté le dossier d'une candidate prometteuse de Marseille et m'a regardé avec cette expression sérieuse qu'il avait quand il était sur le point de dire quelque chose de difficile. « Maman, puis-je te poser une question sur grand-père ?» Tout mon corps s'est tendu immédiatement, de vieux instincts de protection activés, mais j'ai consenti. Il a hésité, choisissant soigneusement ses mots. « Pourquoi toi et lui avez-vous décidé de cacher la maladie de moi ? Je sais que tu as dit qu'il ne voulait pas être rappelé comme malade, mais j'étais son petit-fils. J'avais le droit de savoir, de lui dire au revoir pendant qu'il était encore lui-même. Vous m'avez enlevé ça. Et voilà, la blessure que je savais qui existait, mais que j'avais espéré ne pas avoir à traiter. J'ai respiré profondément et j'ai décidé que nous avions déjà traversé le pire, qu'il n'y avait plus de sens à continuer avec des demi-vérités. J'ai raconté à Adrien que la décision de ne pas révéler l'Alzheimer n'avait pas été prise à la légère. Quand nous avons reçu le diagnostic en 2014, mon père était encore suffisamment lucide pour avoir une opinion ferme sur le sujet. Il m'a fait promettre que nous ne le dirions à personne, surtout pas à Adrien, parce qu'il ne voulait pas devenir un fardeau, ne voulait pas que ses derniers souvenirs soient de pitié et de soins embarrassants. Il voulait qu'Adrien se souvienne des histoires qu'ils racontaient ensemble, des rires, des promenades dans les vignes. Et quant à moi, eh bien, je suis restée seule avec le poids de ce secret et avec la tâche de gérer la détérioration mentale de mon père tout en maintenant le vignoble en activité
et en faisant semblant au monde que tout allait bien. « Je ne demande pas ta compréhension, » lui ai-je dit, ni même ne défends que c'était la bonne décision. Mais c'était la décision que ton grand-père voulait, et j'ai respecté ses souhaits parce qu'à la fin, c'était sa vie et sa mort, pas la mienne. Adrien est resté silencieux pendant un long moment, digérant. Finalement, il a demandé si je regrettais d'avoir gardé le secret. J'ai réfléchi honnêtement avant de répondre, car c'était une question que je m'étais posée des centaines de fois dans les aubes sans sommeil depuis la mort de mon père. Je ne sais pas, ai-je admis. Il y a des jours où je pense avoir fait ce qui était juste, que j'ai respecté son autonomie et sa dignité. Il y a des jours où je pense avoir commis une terrible erreur, que je nous ai volé à toi et à moi-même la chance de traiter la perte pendant qu'il était encore là. La vérité est probablement quelque part au milieu, mais je ne le saurai jamais avec certitude. Adrien a hoché la tête et j'ai pu voir qu'il luttait aussi avec des sentiments contradictoires. Colère pour l'exclusion, compréhension pour l'impossibilité de la situation, tristesse pour la perte qui ne peut jamais être récupérée. « Merci de me l'avoir dit », a-t-il finalement dit. D'être honnête, même si la vérité n'est pas facile. À ce moment-là, assis dans le bureau de mon père, entouré par les candidatures de jeunes pleins de rêves et de potentiel, j'ai senti que nous avions finalement franchi une sorte de seuil. Nous ne reviendrions pas à ce que nous étions avant. Cette innocence était perdue à jamais. Mais peut-être pourrions-nous être quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête et réel. Une relation construite non pas sur des suppositions et des silences, mais sur des vérités difficiles et un respect mutuel. Le reste de décembre est passé rapidement pendant que nous finalisions la sélection des 2 premiers boursiers. Nous avons choisi Amélie, une jeune femme de 22 ans de Marseille, dont la famille d'immigrants algériens travaillait dans les vignobles comme main-d'œuvre, mais jamais comme propriétaire, et Thomas, un jeune homme de 25 ans d'une petite ville de Bourgogne qui avait quitté l'école à 16 ans pour travailler, mais n'avait jamais abandonné le rêve de se diplômer en œnologie. Quand nous leur avons communiqué la décision, les réactions ont été de pure joie et d'incrédulité. Amélie a pleuré au téléphone, disant que c'était la chance qu'elle n'osait même pas rêver. Thomas est resté silencieux si longtemps que j'ai pensé que l'appel avait coupé, jusqu'à ce que j'entende sa voix étranglée, nous remerciant encore et encore. Passer ces appels a été une des expériences les plus gratifiantes de ma vie, et j'ai vu dans les yeux d'Adrien qu'il ressentait la même chose. Nous donnions à d'autres personnes l'opportunité que je n'avais jamais eue en 1987, brisant le cycle de rêves reportés qui avait marqué ma propre histoire. C'était petit, seulement 2 personnes par an, mais c'était réel, tangible, significatif. Et cela portait le nom de mon père, transformant son héritage non pas en dispute et en procès, mais en opportunité et en espoir. Le nouvel an est arrivé apportant non seulement 2024, mais aussi une sensation de renouveau que je ne ressentais pas depuis longtemps. Adrien a passé le réveillon dans le Beaujolais pour la première fois en année, et nous avons invité Michel et sa famille, ainsi que certains des travailleurs les plus anciens du vignoble. C'était une célébration simple, mais chaleureuse, avec de la nourriture faite maison, du vin de notre production et des histoires partagées autour de la cheminée. À un moment de la soirée, Adrien a proposé un toast, non seulement à la nouvelle année, mais aux secondes chances, aux vérités difficiles et aux héritages que nous honorons non pas par des demandes juridiques, mais par des actions qui reflètent les valeurs de ceux qui nous ont précédés. Tous ont levé leur verre, et quand nos regards se sont croisés à travers la pièce, j'ai vu dans mon fils non plus l'homme qui m'avait poursuivi en justice, mais quelqu'un qui comprenait enfin le poids de ce que signifie construire quelque chose qui dure. Amélie et Thomas ont commencé leur stage en mars 2024, arrivant justement quand les vignes se réveillaient de la dormance de l'hiver. Voir la propriété à travers leurs yeux, cet émerveillement devant chaque détail, cette soif de connaissance m'a fait me rappeler pourquoi je m'étais moi-même passionnée pour ce travail des décennies auparavant. Adrien venait de Paris les week-ends pour les encadrer, utilisant ses compétences de professeur pour expliquer des concepts complexes de manière claire et engageante. Michel leur a enseigné les aspects pratiques, le toucher des feuilles pour évaluer la santé, l'odeur de la terre pour prédire ce dont la plante aurait besoin,
les 1000 petits signes que seules des décennies d'expérience peuvent enseigner. Et moi, j'ai enseigné ce que mon père m'avait appris, que la viticulture n'est pas seulement science et technique, mais aussi intuition, respect pour la terre et compréhension que vous participez à quelque chose de beaucoup plus grand et plus ancien que n'importe quelle vie individuelle. Un après-midi d'avril, quand Adrien et moi marchions seuls dans les vignes après une journée de travail intense, il s'est arrêté à un point élevé d'où l'on peut voir toute la propriété s'étendre en vagues vertes collines en bas. « Je comprends enfin », a-t-il dit. Et quand j'ai demandé ce qu'il comprenait exactement, il a fait un geste vers tout autour. « Ça, pourquoi tu n'as jamais voulu partir d'ici? Pourquoi tu as refusé cette bourse à Paris? Pourquoi tu es resté même quand ça devait être terriblement difficile? Parce que ce n'est pas juste une entreprise, ce n'est pas juste du travail. C'est qui tu es. C'est en toi de la même façon que le sol est sous ses vignes. Et je demandais la moitié de ça comme si c'était seulement de la propriété, seulement de l'argent. Mais c'était comme demander la moitié de toi-même. Il n'y avait rien que je puisse dire qui soit plus vrai que cela, alors je suis simplement resté là à côté de lui, observant le vent faire des vagues dans les feuilles vertes. Et j'ai laissé sa compréhension tardive être suffisante. Les premières vendanges avec nos boursiers ont eu lieu en septembre 2024. Et c'était tout ce que j'espérais, et plus encore. Amélie et Thomas ont travaillé côte à côte avec l'équipe, apprenant non seulement la technique de la récolte, mais aussi la camaraderie, la fatigue partagée, la satisfaction d'une dure journée de travail quand vous pouvez voir le résultat tangible de vos efforts. Nous avons fait en sorte qu'ils participent à toutes les étapes, depuis choisir le moment exact de la récolte, basé sur la maturation des raisins, jusqu'au processus de fermentation et à la mise en bouteille finale. Adrien a beaucoup filmé le processus, documentant non seulement pour les archives de la bourse, mais, comme il l'a confessé, parce qu'il voulait avoir cela comme souvenir, comme preuve qu'il avait réussi à transformer son erreur en quelque chose de bon. Le dernier jour des vendanges, suivant une ancienne tradition que mon père maintenait, nous avons fait un grand dîner pour tous les travailleurs, et c'est Adrien qui a fait le discours principal, remerciant non seulement l'équipe, mais particulièrement moi, reconnaissant publiquement que tout cela, le vignoble, la bourse, l'héritage, existait à cause de mon travail inlassable au cours de 4 décennies. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, c'est bientôt l'heure de sélectionner les boursiers pour le 3e cycle du programme. Le vignoble continue de prospérer. Ma relation avec Adrien est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, construite maintenant sur l'honnêteté et le respect mutuel au lieu de suppositions non dites. Amélie a obtenu son diplôme en première de sa promotion et travaille maintenant dans un prestigieux vignoble à Bordeaux, mais elle vient toujours nous rendre visite. Thomas a décidé de faire un master en œnologie durable et nous crédite de l'avoir inspiré à penser non seulement à produire du vin, mais à protéger la terre pour les générations futures. Le nom de mon père, Jean Lefebvre, est gravé sur la plaque que nous avons installée à l'entrée de la propriété, juste en dessous du nom du vignoble, l'identifiant comme fondateur et visionnaire. Mais plus important que n'importe quelle plaque est de savoir que son véritable héritage ne réside pas dans des promesses vagues ou des disputes de propriété, mais dans des opportunités réelles données à des personnes réelles. Quant à ce tiroir qui a tout changé, la lettre de 2009 et le diagnostic médical, j'ai conservé les 2 documents dans un album spécial avec des photos de mon père au fil des ans. Adrien a demandé à en faire des copies, non pas pour des raisons légales, mais parce qu'il voulait avoir quelque chose de tangible qui explique à la fois sa honte d'avoir poursuivi en justice et sa gratitude que j'ai pardonnée. J'ai accepté, mais je lui ai dit que j'espérais que nous n'aurions plus jamais besoin de ces papiers pour autre chose que se rappeler que les familles sont compliquées, que les gens commettent des erreurs, et que le véritable amour n'est pas celui qui ne fait jamais face aux tempêtes, mais celui qui réussit à se reconstruire même après que tout semble détruit. Et chaque soir, avant de dormir, je passe par le salon où le portrait de mon père est accroché, celui pris dans les années 80 quand il était encore fort et en bonne santé, souriant fièrement à côté d'un fût de chêne, et je murmure les mots qu'il a écrits dans cette lettre en 2009. Des mots qui m'ont sauvé et ont défini ma vérité. Le mérite est tien. J'ai appris que le pardon n'est pas oublier ce qui s'est passé,
mais choisir de ne pas laisser le passé déterminer l'avenir. J'ai appris que la famille n'est pas une question d'obligation automatique ou de droit présumé, mais de se choisir les uns les autres de manière répétée, particulièrement après avoir été blessés. Et j'ai appris que parfois, les tiroirs les plus importants que nous ouvrons ne sont pas ceux de vieux meubles, mais ceux à l'intérieur de nous-mêmes, les endroits cachés où nous gardons les douleurs, les vérités non dites et le courage de finalement parler. Mon fils a exigé la moitié de mon vignoble en pensant qu'il revendiquait un droit. Mais quand j'ai ouvert ce tiroir et qu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il a découvert quelque chose de beaucoup plus précieux. La vérité sur le sacrifice, sur le travail silencieux, sur le coût réel de tout ce qu'il avait toujours considéré comme acquis. Et cette découverte l'a transformé d'un homme qui voulait prendre, en un homme qui a appris à valoriser, contribuer et honorer. Et à la fin, c'était toujours le véritable héritage que mon père voulait laisser, non pas de la propriété ou des promesses, mais des valeurs qui transforment les gens en meilleure version d'eux-mêmes. Et cela personne ne peut poursuivre en justice, diviser ou nous enlever. Cela demeure, comme les vignes qui traversent les générations, profondément enracinées dans la terre de ce qui importe vraiment. Il y a des moments dans la vie où le sol s'ouvre sous nos pieds et nous découvrons que les personnes que nous aimons le plus sont capables de nous blesser des façons les plus profondes. Nous découvrons aussi que nous sommes plus fortes que nous ne l'avons jamais imaginé. C'était mon histoire, c'était ma vérité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ces derniers mots, c'est parce que d'une certaine manière, cette histoire a touché quelque chose en vous. Peut-être avez-vous aussi affronté une bataille avec quelqu'un de la famille. Peut-être avez-vous aussi porté en silence le poids de sacrifices que personne n'a vu. Peut-être savez-vous exactement ce que c'est d'aimer quelqu'un qui vous voit comme un obstacle, pas comme un allié. J'ai passé des décennies à construire quelque chose de mes propres mains. Et en un instant, tout a failli s'écrouler à cause d'un malentendu, d'une maladie cachée, de mots non dits qui auraient dû être prononcés il y a longtemps. Mais j'ai survécu. J'ai trouvé la force de regarder mon fils dans les yeux et de lui montrer la vérité, même sachant que cette vérité le briserait avant de le libérer. Et aujourd'hui, nous avons reconstruit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide parce que c'est fondé sur l'honnêteté et non sur des suppositions silencieuses. Mais je veux savoir quelque chose de vous qui m'écoutez maintenant, de vous qui avez suivi chaque mot de ce parcours difficile. Si vous étiez à ma place, auriez-vous ouvert ce tiroir? Auriez-vous montré ces documents sachant qu'ils détruiraient les souvenirs que votre enfant gardait de son grand-père? Auriez-vous eu le courage de révéler les centaines de milliers d'euros donnés en silence? Ou auriez-vous continué à porter ce fardeau seul? Ce ne sont pas des questions faciles. Ce ne sont pas des questions avec des réponses simples. Mais ce sont des questions qui méritent d'être posées, qui méritent d'être partagées. Laissez-moi un commentaire ici, maintenant. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Êtes-vous en France, comme moi? En Algérie? Au Canada? En Belgique? En Suisse? Peu importe où vous êtes, je veux savoir que vous êtes là, que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est dans le partage de nos douleurs, de nos victoires, de nos vérités les plus difficiles que nous trouvons la force de continuer. C'est dans la découverte que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes que nous trouvons le courage de faire face à un jour de plus. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez, si vous avez dû prendre des décisions impossibles entre protéger les autres et vous protéger vous-même, racontez-moi. Je veux entendre votre histoire. Je veux savoir comment vous avez survécu, comment vous avez trouvé la force, comment vous avez pardonné ou pourquoi vous avez choisi de ne pas pardonner. Parce que chaque histoire compte. Chaque douleur mérite d'être reconnue. Chaque femme qui a porté le poids du monde sur ses épaules mérite d'être entendue. Peut-être avez-vous aussi eu un vignoble, ou une entreprise, ou une maison, ou simplement une vie que vous avez construite pierre par pierre. Peut-être quelqu'un est aussi venu et a dit que la moitié était à eux, que vous leur aviez volé quelque chose, que vous ne méritiez pas ce que vous aviez conquis de votre propre sueur. Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous trouvé ce tiroir magique avec les documents qui ont tout changé? Ou avez-vous dû vous battre sans preuve, seulement avec votre parole contre la leur? Et si vous êtes de l'autre côté de cette histoire, si vous êtes celle qui a fait des demandes,
qui a supposé des choses, qui a blessé quelqu'un par malentendu ou par douleur non traitée, je veux aussi entendre de vous. Parce que mon fils a eu le courage de reconnaître son erreur, de demander pardon, de reconstruire. Et ce courage mérite d'être célébré autant que le mien de pardonner. Il n'y a pas de honte à admettre que nous nous sommes trompés. Il n'y a que de la honte à persister dans l'erreur quand la vérité nous regarde en face. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à entendre ces histoires, ces vérités qui ne sont pas toujours confortables, mais qui sont réelles, qui sont vécues, qui sont nôtres. Parce que nous méritons des espaces où nos voix comptent, où nos expériences sont validées, où personne ne nous dit que nous sommes trop âgés, trop émotionnels, trop exigeantes. Nous avons vécu assez longtemps pour savoir ce qui est vrai et ce qui est mensonge. Nous avons survécu assez de tempêtes pour reconnaître quand le vent change de direction. Mon vignoble est toujours debout. Les vignes continuent à produire, la terre continue à donner. Et moi, je continue ici, plus forte qu'avant, avec des cicatrices qui me rappellent d'où je viens mais ne me définissent plus. La bourse que nous avons créée au nom de mon père honore non seulement sa mémoire, mais transforme la douleur en opportunité, la bataille en héritage, la perte en gain pour d'autres qui viennent après nous. Et c'est peut-être la plus grande leçon de tout cela. Que nos douleurs ne doivent pas mourir avec nous, mais peuvent être transformées en quelque chose qui aide les autres à ne pas souffrir de la même manière. Alors, écrivez dans les commentaires. Ouvrez votre cœur. Partagez votre histoire. Dites-moi si vous auriez fait la même chose que moi, ou si vous auriez choisi un chemin différent. Dites-moi ce que cette histoire a réveillé en vous, et quelle mémoire elle a ramené à la surface. Quelles émotions vous ressentez maintenant. Parce que c'est dans cet échange, dans cette vulnérabilité partagée, que nous créons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous créons une communauté de femmes qui refusent d'être invisibles, qui refusent d'être silencieuses, qui refusent d'accepter que leur vie de travail et de sacrifice ne compte pour rien. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui se bat contre sa propre famille, quelqu'un qui porte le poids de secrets et de sacrifices non reconnus, partagez cette vidéo avec elle. Faites-lui savoir qu'elle n'est pas seule. Faites-lui savoir que d'autres ont marché ce chemin avant elle et ont survécu. Faites-lui savoir que la force qu'elle cherche est déjà en elle, attendant juste le bon moment pour se révéler. Le tiroir que j'ai ouvert ce jour-là a changé tout. Mais le vrai tiroir, le plus important, était celui à l'intérieur de moi-même. Le tiroir où j'avais enfermé ma propre valeur, mes propres accomplissements, ma propre vérité. Et quand je l'ai finalement ouvert, quand j'ai finalement eu le courage de dire « Ceci est à moi, je l'ai mérité, je l'ai construit, et personne ne peut me l'enlever », tout a changé. Non pas parce que les circonstances externes ont changé, mais parce que j'ai changé, parce que j'ai finalement vu ma propre force. Vous aussi, vous avez cette force. Vous aussi, vous avez construit des choses que personne ne peut voir à première vue. Vous aussi, vous avez des tiroirs à ouvrir, des vérités à dire, des batailles à gagner, et je suis ici pour vous dire que vous pouvez, que vous méritez, que votre histoire compte autant que la mienne. Alors parlez, écrivez, partagez, abonnez-vous, restez, parce que nous avons encore tant d'histoires à raconter, tant de vérités à révéler, tant de force à découvrir ensemble. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Qu'avez-vous ressenti en entendant mon histoire? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je vous attends dans les commentaires. Je vous attends dans cette communauté que nous construisons ensemble, une histoire à la fois, une vérité à la fois, une femme forte à la fois. Merci d'avoir écouté. Merci d'être ici. Merci d'exister et de continuer à vous battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand vous pensez que vous ne pouvez plus. Vous pouvez. Nous pouvons. Ensemble, nous sommes imbattables. Ensemble, nous sommes la preuve vivante que la vérité finit toujours par triompher, que l'amour peut survivre aux trahisons et que les femmes comme nous ne se brisent pas, nous nous transformons. Abonnez-vous, commentez, partagez et surtout, continuez à raconter vos propres histoires. Le monde a besoin de les entendre. J'ai besoin de les entendre. Nous méritons toutes d'être entendues.